Il était une fois, dans un village niché sur une terre rouge appelée Oumaka, bien avant l'arrivée des routes goudronnées et des écrits des Blancs, une femme nommée Mgbek. Son nom signifiait « l'enfant vaut plus que les richesses », une ironie cruelle que la vie allait lui révéler sans pitié. Elle avait épousé Obinna Okori, un homme issu d'une lignée respectée, dont le père avait laissé en héritage non seulement des terres fertiles, mais aussi le souvenir d'une autorité qui embaumait encore le vin de palme et le prestige. Leur union avait fait vibrer tout le village pendant des mois. Pas à cause de la dot extravagante ou du pouvoir affiché, mais à cause d'un amour sincère, rare, de ceux que l'on envie en silence. Obinna était jeune, vigoureux, sûr de lui, avec une démarche fière et un rire franc qui désarmait les cœurs. Mgbek, elle, rayonnait d'une beauté discrète, pas celle qui attire les regards bruyants, mais celle qui retient l'attention sans effort, qui fait tourner les têtes par sa seule présence calme et profonde. Quand Obinna l'avait ramenée chez lui, les gens s'étaient postés le long des sentiers, feignant de vaquer à leurs occupations, juste pour les voir passer main dans la main. Les femmes murmuraient avec envie, les hommes hochaient la tête en signe d'approbation, et même les anciens esquissaient un sourire attendri. « Regardez comme il la contemple », disait l'un. « Celui-là a épousé avec le cœur », répondait l'autre. Au début de leur vie commune, ils étaient comme deux âmes entrelacées. Le matin, ils allaient puiser l'eau ensemble, riant des éclaboussures. Sur la ferme, ils travaillaient côte à côte, partageant les efforts et les silences complices. Le soir, assis près du feu, ils parlaient de tout et de rien, des étoiles, des récoltes futures, des rêves simples. Parfois Obinna la taquinait gentiment, elle le poussait alors doucement de l'épaule en riant. Parfois elle le réprimandait avec douceur pour une imprudence, il s'excusait sans discuter, et cela touchait les voisins. L'amour l'a adouci, chuchotait-il. Dans l'intimité de la nuit, quand le compound s'apaisait, ils évoquaient l'avenir avec espoir. Notre maison résonnera de cris d'enfants, disait souvent Obinna. Je veux des fils pour perpétuer mon nom, des filles pour faire de beaux mariages. Mgbek souriait et répondait simplement, pourvu qu'ils naissent en bonne santé. Ils imaginaient déjà où les petits dormiraient, se disputaient gentiment sur les prénoms, comme si le destin leur appartenait déjà. Pendant longtemps, ce bonheur resta intact, paisible comme une rivière calme. Puis vint la première grossesse. Obinna rayonnait, il l'annonçait à qui voulait l'entendre, offrait des présents à la famille de sa femme, veillait sur elle comme sur un trésor fragile. Le village attendait avec eux, impatient. L'accouchement fut long, épuisant. Mgbek cria jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Les femmes l'entouraient, l'encourageaient de leurs chants et de leurs prières. Obinna faisait les 100 pas dehors, le cœur serré, murmurant des invocations silencieuses. Enfin, le cri du nouveau-né retentit. La sage-femme sourit et déclara, « C'est une fille ». Un bref silence plana, à peine perceptible. Puis Obinna entra, prit l'enfant avec précaution dans ses bras et murmura, « Elle est magnifique ». Ce soir-là, on mangea, on chanta doucement. Pas de fête grandiose, mais pas d'honte non plus. Obinna serra sa femme contre lui et lui dit qu'elle avait été courageuse. Pourtant, quelque chose avait bougé, imperceptiblement. Les semaines passèrent, et les langues se délièrent. Le prochain sera un garçon, affirmaient les uns avec assurance. Mgbek y croyait elle aussi, de tout son être. La deuxième grossesse ramena un peu d'excitation, plus mesurée. Mais quand naquit une autre fille, les sourires se figèrent. Lors de la cérémonie de nommage, quelqu'un lança une plaisanterie, au moins, la maison sera pleine de douceur féminine. On rit, Obinna rit aussi, mais Mgbek perçut la crispation dans ce rire. Il sonnait faux. Après cette naissance, Obinna changea subtilement. Il l'aimait toujours, mais la tendresse s'effilochait. Il parlait moins. Quand les parents le taquinaient sur ses « filles fleurs », il ne la défendait plus avec la même fougue. À la troisième grossesse, le village comptait déjà les naissances contre elle. Une troisième fille arriva. Cette fois, Obinna ne cacha pas sa déception. Il resta dehors à faire les 100 pas, n'entra pas tout de suite pour prendre l'enfant. Plus tard, dans l'obscurité, il lâcha des mots qui blessèrent Mgbek à jamais. « Tu ne fais rien pour arranger les choses. » Elle demanda ce qu'il voulait dire. « D'autres femmes savent comment faire naître des fils, » répondit-il. La peur s'installa alors dans son cœur. L'amour s'amenuisa peu à peu. Il rentrait, mais ne partageait plus ses pensées. Il dormait tourné vers le mur. Quand on se moquait d'elle, il se taisait. À la quatrième grossesse, il prit sa décision. « Cette maison a besoin d'une autre épouse », annonça-t-il sans détour. Mgbek le supplia d'attendre. Mais avant même l'accouchement, il ramena une jeune femme, Ozioma, pleine de vie, assurée, au regard perçant. Ozioma salua Mgbek avec politesse, mais ses yeux disaient tout le reste. Quand naquit la quatrième fille, Obinna réagit à peine. Ça continue, se contenta-t-il de dire. Ozioma, elle, tomba enceinte et s'assura que tout le monde le remarque. Elle marchait lentement, se plaignait haut et fort, réclamait des attentions.
Quand elle mit au monde un garçon, ce fut l'explosion de joie, tam-tam, vin de palme à flot, danse effrénée. Obina exultait comme un homme ressuscité. L'enfant fut nommé Ikemefuna. Dès lors, ce fils ne manqua de rien. Caprice exaucé, louange constante, excuse pour ses bêtises. Ozioma commença à lancer des piques ouvertes. Certaines ventres ne donnent que des fleurs. Ngbek se taisait, encaissait. Elle continua pourtant, une 5e fille, une 6e, une 7e. À la 7e naissance, Obina ne masqua plus sa rage. Tu m'as anéanti, gronda Théil, la voix basse mais chargée de fiel. Cette fille? Que vont dire les gens? Comment mon nom va-t-il survivre? Ngbek, encore faible, serrait le bébé contre elle. Elle ne répondit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait prié, espéré, supporté les murmures. Mais cette nuit-là, elle comprit que l'amour qui l'avait autrefois protégée s'était envolé. Plus tard, quand le silence retomba et que les pleurs du bébé s'apaisèrent, Ozioma prit la parole calmement, comme qui sème des graines dans un sol prêt. Obina, cette maison devient étroite pour moi et mon fils. Un enfant a besoin d'espace pour grandir. Comment respirer dans cette foule? Elle poursuivit, douce mais insistante, il y a cette hutte derrière le compound, elle est vide. Laisse Ngbek et ses filles s'y installer. Ce sera mieux pour tous. Ton fils mérite de l'air. Il ne doit pas souffrir. Obina resta silencieux longtemps. Il ne défendit pas Ngbek. Il ne parla pas d'équité. Il pensa seulement à son orgueil blessé. Le lendemain, avant même que le soleil ne soit haut, il appela Ngbek dehors. Son visage était de pierre. Toi et tes filles, vous irez dans la hutte derrière. Cette maison n'est plus assez grande. Elle le regarda longuement, sans colère, sans surprise, juste avec une tristesse infinie. Aujourd'hui, demanda-t-elle doucement. Aujourd'hui, répondit-il. Pas de débat. Elle rassembla ses maigres affaires et ses 7 petites. Personne ne vint l'aider. Quelques-uns observaient de loin. Ozioma se tenait sur le seuil de la grande case, son fils dans les bras, immobile. La hutte était à l'abandon depuis des années. Toit affaissé, murs fissurés, sol irrégulier couvert de poussière et d'humidité. Ngbek entra la première, puis guida ses filles une à une. C'est ainsi que la femme qui avait été la fierté du village devint celle de la hutte oubliée. La vie dans cet abri ne bascula pas d'un coup avec fracas. La souffrance s'installe souvent sans bruit, comme une ombre qui s'allonge lentement. La toiture fuyait quand il pleuvait, l'eau gouttait sur le sol en terre battue. Les nuits étaient froides. Les fillettes pleuraient, troublées par l'étrangeté du lieu. Ngbek les serrait contre elles, les berçait, murmurait des mots apaisants. Elle ne criait pas, ne maudissait pas Obina, ne suppliait pas. Elle s'adaptait. Et ce calme déroutait. On s'attendait à une révolte, à une fuite vers sa famille natale. Mais elle resta. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, nettoyait, puisait l'eau, préparait le peu de nourriture, veillait sur ses filles avec une tendresse infinie. Du compound principal parvenaient encore des rires, des voix joyeuses. Les garçons dormaient tard sur des nattes épaisses, bien nourris, bien habillés. Ils jouaient sans contrainte. Quand ils faisaient des bêtises, on haussait les épaules, ce sont des garçons, disait Ozioma avec un sourire. Les garçons sont têtus. Ngbek entendait tout. Elle ne disait rien. Ses filles, elles, apprirent vite. Elles allaient chercher l'eau avant que le jour ne s'éveille, balayaient sans bruit, aidaient leur mère sans qu'on ne leur demande. Elles comprirent aussi une vérité dure, personne ne viendrait les sauver. Alors elles grandirent dans cette force tranquille. Quand l'aîné fut en âge, Ngbek l'emmena au champ et lui apprit à travailler avec soin. À la 2e, elle enseigna la cuisine patiente. Chacune reçut des responsabilités adaptées à son âge. Le soir, après la fatigue du jour, Ngbek leur parlait doucement, pas de vengeance, pas de plaintes amères. Apprenez, mes filles. Écoutez. Marchez la tête haute, avec dignité et intelligence. Le monde vous observe, même quand il fait semblant de vous ignorer. Pendant ce temps, dans la grande maison, tout allait à l'inverse. Ikemefuna grandit en croyant que le monde tournait autour de lui. Il exigeait, criait quand on le reprenait, accusait les autres de ses échecs. Obina balayait les remarques des anciens, il est jeune, il grandira. Mais la croissance ne naît pas de la complaisance. Le 2e fils imitait l'aîné, apprenait que le bruit attire l'attention et l'entêtement paie. Ozioma encourageait, ce sont des hommes. Les hommes n'obéissent pas comme les femmes. Les années passèrent, et le contraste devint criant. Les filles de Ngbek se levaient tôt, se couchaient tard, travaillaient dur, respectaient les aînés, évitaient les ennuis. Les garçons erraient librement, fuyaient les tâches, se moquaient des plus vieux. Quand on les reprenait, ils riaient. Obina voyait un peu, mais son orgueil l'aveuglait. Il montrait encore ses fils aux visiteurs avec fierté, parlait de lignée, ignorait la petite hutte. Mais le malheur arrive goutte à goutte. D'abord, Ikemefuna refusa d'aller au champ, trop fatigant.
Obina tenta une fois de le corriger, le garçon cria. Ozioma intervint, ne crie pas après mon fils, il n'est pas esclave. Obina se tut. C'était le début de la fin de son autorité. Puis vinrent les plaintes discrètes, Ikemefuna insolent, bagarreur, voleur de bricoles. Obina payait, excusait, il est jeune. Les garçons seront toujours des garçons. Ngbek entendait ces échos. Elle ne commentait pas. Elle guidait ses filles vers l'apprentissage. Quand des missionnaires ou des commerçants passaient, elle les encourageait à écouter, à observer, à aider. Elle sentait que le monde changeait, lentement. Ses filles buvaient ses savoirs comme une eau rare. Elles grandirent en jeunes femmes discrètes, mais solides, confiantes, dignes. On commença à remarquer, elles sont bien élevées. Calmes, mais vives d'esprit. Les mêmes bouches qui avaient ri d'elles parlaient maintenant avec respect. À l'opposé, les garçons devenaient incontrôlables. Ikemefuna rentrait tard, empestant le vin de palme, insultant quiconque osait questionner. Le cadet suivait, empirant chaque fois. Ozioma défendait encore, mais sa voix tremblait. Un soir, un ancien vint trouver Obina en privé, « Tes fils prennent un mauvais chemin. Corrige-les avant qu'il ne soit trop tard. » Obina promit, et ne fit rien. Le premier vrai scandale arriva, Ikemefuna vola un commerçant. Les anciens furent saisis. Obina paya, ramena son fils, le sermonna mollement. Le garçon rit. Puis les choses empirèrent, mauvaise compagnie, bagarre publique, irrespect envers l'autorité. La honte s'installa. On cessa de féliciter Obina. On murmurait dans son dos. Pendant ce temps, les filles de Ngbek s'épanouissaient. Elles apprirent des métiers, certaines lurent, d'autres se marièrent honorablement. Leur réputation grandit. Obina entendait ses louanges. Il ne répondait pas, mais quelque chose se fissurait en lui. Un soir, après une nouvelle plainte sur ses fils, il resta seul, repensant à Ngbek dans sa hutte. Il se rappela leur rire d'autrefois. Cette nuit-là, le sommeil le fuit. Les ennuis s'alourdirent. Les garçons s'enfoncèrent dans le crime grave. Les autorités vinrent. Perquisitions, questions, regards lourds. Le compound n'était plus un refuge. La honte collait à Obina comme une seconde peau. Dans le même temps, on saluait à nouveau Ngbek avec respect. Certains venaient même lui demander conseil. Elle recevait chacun avec calme, sans vanité, sans rancune. Elle n'avait rien oublié, mais elle ne se vengeait pas. Quand Obina comprit enfin, il était trop tard pour feindre. Les ennuis étaient devenus permanents, plaintes, réunions d'anciens, regards fuyants. Ikemefuna ne rentrait plus que pour repartir, les yeux durs, la langue acérée. Il parlait aux anciens comme à des égaux, sans crainte ni respect. Son frère faisait pire. Ozioma défendait encore, mais faiblement, ce ne sont que des garçons. Sa voix sonnait creux. Obina portait désormais la honte en silence. Dans les assemblées, les conversations s'éteignaient à son arrivée. On l'écoutait poliment, sans chaleur. Le respect s'était évaporé. Un soir, les anciens le convoquèrent. Sans cris, sans insultes, ce qui était pire. Tes fils deviennent un danger pour la communauté. Si tu ne les retiens pas, la terre le fera. Obina promit d'agir. Mais quand il affronta Ikemefuna cette nuit-là, le jeune homme ricana, « Tu ne peux rien contre moi. Tu n'as jamais pu. » Ces mots le transpercèrent plus que n'importe quelle insulte. Pour la première fois, il vit clair, il avait élevé des étrangers, pas des fils. Peu après, le pire arriva. Ikemefuna et son frère commirent un crime grave dans un village voisin. Cette fois, aucune compensation ne suffit. Les autorités les emmenèrent. Le compound fut cerné. Obina resta figé, impuissant, tandis qu'on emportait ses garçons. Ce jour-là, son orgueil se brisa net. Il ne pleura pas devant les autres. Il rentra, s'assit seul. Puis, mu par un instinct qu'il ne comprenait pas, il marcha vers la hutte oubliée. Elle avait changé, propre, réparée, une fine fumée s'élevait derrière. Ngbek était là, assise paisiblement. Ses cheveux grisonnaient, son visage portait les marques du temps, mais ses yeux restaient clairs, fermes. Elle leva la tête, le vit. Elle ne se précipita pas, ne s'agenouilla pas, ne sourit pas. Elle attendit. Obina resta planté là, mal à l'aise. « Je suis venu, parler », finit-il par dire. Elle inclina la tête. « Assieds-toi ». Ce simple mot le fit plier. Ils restèrent silencieux un long moment. Puis il murmura, « J'ai eu tort. Je t'ai chassé. Je t'ai blâmé pour ce que tu ne pouvais pas changer. J'ai écouté les voix extérieures au lieu de la raison. » Elle ne répondit pas tout de suite. « Mes fils m'ont détruit, » ajouta-t-il, la gorge nouée. Alors Ngbek parla, d'une voix calme et assurée, « Non. Tu t'es détruit toi-même. Tu as choisi ce que tu as arrosé. Tu as négligé ce qui avait besoin d'attention. » Il baissa la tête. « Je veux réparer. Reviens dans la grande maison. » Elle le regarda attentivement. « Pourquoi maintenant ?
Il n'eut pas de réponse. Ce silence en disait long. Les mois suivants, le village observa le lent retournement. Les fils restèrent marqués par la disgrâce, leur nom chargé de honte. Les filles de Mgbek, elles, continuèrent leur ascension tranquille. Mariage solide, vie construite, soutien constant à leur mère. Ceux qui l'avaient autrefois moqué la complimentaient désormais, tu les as bien élevés. Elle acceptait ces mots sans orgueil. Obina passa le reste de ses jours rongé par le regret. Il n'était plus cruel, mais la gentillesse tardive n'efface pas les blessures. Mgbek ne chercha jamais vengeance. Elle ne se vanta pas. Elle vécut simplement, avec dignité. Et cela, plus que tout, fut sa punition à lui, chaque succès de ses filles lui rappelait ce qu'il avait rejeté. Ainsi s'achève l'histoire. Pas dans l'euphorie, mais dans une vérité nue et profonde. Un enfant n'est jamais une erreur à cause de son genre. Un enfant n'est pas un échec parce que la tradition le dit. Un enfant est une bénédiction dès son premier souffle. Ce ne sont pas les filles qui ont ruiné la maison d'Obina. C'est l'orgueil. C'est la comparaison. C'est l'écoute des murmures au lieu de la sagesse. Les enfants deviennent ce qu'on leur enseigne, non ce que la société attend d'eux. On récolte ce qu'on a cultivé avec soin, ou ce qu'on a négligé. Quand on aime sous condition, on sème la rancune. Quand on gâte sans limite ni correction, on récolte la ruine. Mais quand on élève avec discipline, valeur et patience, on bâtit un avenir. Le genre ne décide pas du destin. Le caractère, oui. Et parfois, la bénédiction qu'on repousse est celle qui aurait pu nous sauver. Que cette histoire reste en vous. Chaque enfant compte. Chaque vie a de la valeur. Si elle vous a ému, partagez-la. Dites autour de vous, tout enfant est une bénédiction.